Donc c'est un plaisir d'être là. Donc vous allez avoir droit à un binôme médico-chirurgical. Alors Olivier est bien chirurgien. Moi je ne suis pas transplanteur, je ne suis pas radiologue. Je m'occupe plutôt des carcinomes hépatocellulaires à un stade plus avancé, mais c'est vrai que la discussion des traitements curatifs est vraiment au cœur de nos RCP et est vraiment primordiale pour la survie de nos patients. Alors ça c'est mes conflits d'intérêts, même si je n'ai pas de conflit d'intérêts pour cette présentation. Alors, comme on l'a vu avec Nathalie, on a une épidémiologie qui est différente entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis, mais on a aussi des manières de prise en charge qui sont complètement différentes et on a des guidelines qui sont différents, on a des classifications avec notamment la classification de Barcelone, qui est la plus répandue, mais aussi des classifications asiatiques, notamment celle de Hong Kong, qui est concurrentielle, même si on reprend les mêmes items. Alors concrètement, de quoi parle-t-on ? Donc on parle, si on prend la classification de Barcelone, vous savez, des patients qui sont classés comme très précoces ou un stade précoce. Donc c'est des patients, vous voyez, où on va regarder la fonction hépatique, la tumeur et le patient. Donc avec des petites tumeurs en nombre limité, avec une fonction hépatique qui est conservée, un bon état général. Et de quoi va-t-on parler ? On va parler de 3 traitements, la transplantation, la chirurgie, l'ablation percutanée, qui permettent d'avoir des taux de survie, l'endpoint c'est 5 ans. Donc on l'a déjà dit, cette classification elle n'est pas parfaite, notamment pour les traitements curatifs, notamment avec l'état OMS. Si à partir on est OMS 1, on passe tout de suite sur des stades plus avancés. Bon, c'est très subjectif, l'état OMS. Et puis on peut avoir des patients qui ont une fonction hépatique altérée, mais qui sont potentiellement éligibles à la transplantation. Si on regarde la classification de Hong Kong, en fait, on a les mêmes items. En fait, l'algorithme est un peu différent et on va mettre en premier plutôt des caractéristiques de la tumeur, notamment l'invasion vasculaire, qui est très importante dans le carcinome hépatocellulaire en termes pronostiques, les caractéristiques de la tumeur, et puis le patient, la fonction hépatocellulaire va venir derrière. Alors, ces données ont déjà été abordées, mais c'est important de faire un focus un peu sur ce qui se passe en France. Donc, vous voyez sur ces données en fait, de la cohorte Chang qui ont été présentées ici il y a 9 ans. En fait, finalement, on a les 3 traitements curatifs. Le premier, la chirurgie, 11%. La destruction percutanée, un peu moins de 10%, et la transplantation, là aussi un peu moins de 10%, mais sur une série, donc plus de 100 hôpitaux, plus de 1000 malades, donc peut-être un biais un peu par rapport au taux de transplantation, et finalement on s'aperçoit que sur cette série-là, à peu près un tiers des patients seraient éligibles à un traitement curatif. Si on regarde donc cette deuxième série française sur un peu plus de patients, donc plus de 30 000 patients à partir des données PMSI, là aussi ça a été abordé, ça reflète peut-être un peu plus la réalité des choses. Donc vous voyez que là, le taux de transplantation hépatique, on est plutôt autour de 4%. Et puis la résection, elle reste aux alentours de 11%, avec des traitements quand même qui sont bien diffusés sur l'ensemble du territoire. Pareil pour la destruction percutanée qui reste aux alentours de 8%. Mais là, vous voyez qu'au final, on est à un patient sur 5, à moins d'un quart des patients qui restent éligibles à un traitement potentiellement curatif. Donc le premier message, et il faut le rappeler, c'est très clairement, c'est insuffisant parce qu'on l'a dit, s'il y a un dépistage, on peut dépister des petites tumeurs chez des patients qui ont un état général conservé, une fonction hépatique conservée, et vous voyez que ça a un impact majeur sur la prise en charge thérapeutique et sur la survie de ces patients-là. Le deuxième message, c'est que c'est probablement à peu près 2000 patients en France, à mon avis, devraient être vraiment discutés et avoir accès à une RCP spécialisée foie. Et donc, c'est quoi une RCP spécialisée foie ? C'est une RCP qui devrait au moins associer des hépatologues, un chirurgien hépatique spécialisé, l'oncologue, le radiologue diagnostique, mais aussi le radiologue interventionnel pour pouvoir avoir une discussion pleine et entière de toutes les options thérapeutiques, parce que ça va être une prise en charge souvent itérative chez ces patients-là. Et donc, finalement, on va discuter successivement de ces 3 traitements, la transplantation hépatique, même si ce n'est pas le plus fréquent, puis la chirurgie avec Olivier, et puis aussi la destruction percutanée. Alors pour commencer, la transplantation hépatique, vous savez tous, même si ce n'est pas le traitement qui correspond au plus grand nombre de patients, c'est le traitement qui semble le plus adapté, parce qu'on va traiter à la fois la tumeur, mais aussi la pathologie sous-jacente et le foie donc, qui est malade. Et donc c'est des patients qui vont être au final hyper sélectionnés. Donc des centres experts,
Et on connaît bien les critères de sélection, donc on est passé des critères de Milan, qui restent la base, avec une tumeur de moins de 5 cm ou 3 tumeurs dont la plus grosse est moins de 3 cm et pas d'invasion vasculaire, à d'autres classifications, notamment le score AFP, qui est maintenant est la référence en France, et puis le score up to 7. Le but de ces scores, c'est en fait de sélectionner les patients qui vont avoir des bons taux de survie à 5 ans. Et vous voyez que quand on applique en fait les critères de Milan ou les critères de Milan ou les critères up to 7, on est à des taux de survie à 5 ans qui sont aux alentours de 70%. C'est la même chose avec le score alpha-photoprotéine. Dès qu'on sort de ces critères, vous voyez que la survie va chuter de manière importante et va passer à moins de 50%. Ce qui est très intéressant avec le score alpha-photoprotéine, c'est qu'on va s'intéresser bien entendu à la survie globale, mais on parle de cancérologie, on va s'intéresser aussi au risque de récidive tumorale. Et vous voyez que si on applique le score alpha-photoprotéine et qu'on reste avec un score qui est inférieur ou égal à 2, à ce moment-là, on va avoir un faible taux de récidive tumorale du carcinome hépatocellulaire qui va être aux alentours de 10-15%, enfin aux alentours de 13%. Alors le problème de la transplantation hépatique, ça a déjà été abordé, on a parlé des scintigraphies, c'est le délai d'attente. Et donc du coup, c'est vrai que chez ces patients-là, il va falloir gérer ce délai d'attente chez les patients qui ont bien entendu une fonction hépatique qui le permet. Et donc vous voyez, ça c'est des données en fait de l'agence de biomédecine qui montrent que ces patients-là, soit avant d'être inscrits, soit après inscription sur liste d'attente, vont bénéficier de traitements alors qu'ils sont considérés comme des traitements d'attente palliatifs, mais aussi de traitements potentiellement curatifs. Et si on va plus loin dans les algorithmes, en fait, et notamment les algorithmes de l'agence de biomédecine, vous voyez qu'à partir du moment où on a des patients où on peut proposer un traitement plus agressif, soit de résection chirurgicale, soit de destruction percutanée, il faut vraiment mettre ça dans la balance et dans la discussion de la RCP. Et tout ça pour dire, en fait, que dans la discussion, vraiment, pour insister, je pense qu'il faut vraiment référer ces patients-là dans des centres experts où tous les acteurs peuvent décider des différents traitements. Et donc ça, vous voyez, c'est les recommandations donc, du TNCD 2018 qui, voilà, quelle que soit la fonction hépatique, on doit se poser la question de la transplantabilité du patient en premier et discuter ensuite des traitements que l'on va faire en attente de la transplantation ou alors à la place de la transplantation et notamment aussi des traitements potentiellement curatifs comme la résection ou la destruction percutanée. Donc du coup, je vais passer la main à Olivier. Merci, bonjour à tous. Merci m'avoir invité à ce symposium. Il faut faire un petit choix éditorial parce qu'on doit aller vite dans cette question. Donc, je vous propose de traiter 3 choses. Les principes de base du traitement chirurgical et quelques règles carcinologiques en particulier. L'intérêt de la laparoscopie parce que c'est une chirurgie maintenant moderne et que les Français ont une grande expertise. Je vais pouvoir donner des résultats qui ne sont pas encore publiés et qui datent de cette année et en France. Et puis, ouvrir effectivement le débat du cloisonnement BCLC pour s'ouvrir plus vers l'algorithme du côté droit, comme dit Sébastien. Alors déjà, les critères de sélection et ceux qui sont reconnus par le ASL, c'est qu'on doit sélectionner le malade pour avoir un objectif de mortalité post-opératoire qui est raisonnable et qu'on a un objectif autour de 2 à 3% maximum. Pour ça, on doit sélectionner le malade en fonction de 3 critères importants. Le degré de la fibrose corrélé surtout à la fonction hépatique. Les malades doivent être Child de A, bien entendu. Et maintenant, on parle aussi en résection en termes de MELD, un MELD inférieur à 9. Il faut privilégier l'épargne parenchymateuse, laisser bien entendu le plus de parenchyme possible. Ça veut dire faire des résections économes, mais néanmoins avec des marges saines. Et ça veut dire également qu'à chaque fois qu'on envisage une hépatectomie droite, il faut systématiquement la préparer par une embolisation portale si on veut laisser un foie minimum de 40 à 50%. Enfin, un thème que je n'aborderai pas, mais pourtant qui me passionne, j'aurais aimé en discuter plus longtemps, c'est le problème de l'hypertension portale. Pour simplifier le débat, je dirais que lorsqu'on envisage une résection majeure, il faut la contre-indiquer à l'heure actuelle lorsque le gradient de pression est supérieur à 10, alors qu'une résection mineure peut être indiquée si ce gradient est inférieur à 10. Donc avec une hypertension portale modérée. Les principes carcinologiques doivent être respectés. Vous avez ici une dernière série asiatique qui montre clairement que la résection anatomique, c'est-à-dire qui emporte le territoire
portal d'invasion, ainsi que les potentielles micrométastases à distance autour de 1 à 2 cm autour de la tumeur, est beaucoup plus bénéfique, bien entendu, qu'une résection, simplement une tumorectomie. Et quand vous voyez ces deux courbes de survie, vous voyez qu'en termes de survie globale et en survie sans récidive, la résection doit être anatomique. Alors ça, c'est un concept qui est ancien. Vous avez ici une grande méta-analyse qui montre la supériorité sur plus de 4500 malades de la résection anatomique versus la résection non anatomique. Donc en pratique, ici, je vous ai mis une photo d'un des malades à qui on peut essayer de repérer sur le plan anatomique la résection. Par exemple, le chirurgien que je suis peut injecter sous échographie du bleu dans le territoire portal qui permet de délimiter réellement le territoire anatomique pour pratiquer l'exérèse. Vous avez ici une magnifique section de type Strumpf qui démontre le caractère de la résection, le caractère anatomique. Donc, un principe anatomique de résection si possible, bien entendu. Ce n'est pas toujours possible. Brièvement, l'intérêt de la laparoscopie, c'est une révolution en chirurgie hépatique. Elle est même apparue du coup dans les recommandations ESL. Alors, ce que je recommanderais aussi, peut-être, c'est de prendre avis auprès des chirurgiens pour faire les schémas, parce que là, éventuellement, le malade a eu une colectomie, mais pas une hépatectomie. Mais ça, c'est un autre débat. On sera heureux de participer à l'écriture et au schéma, au moins au schéma. Et il recommande dans cette étude, dans les équipes entraînées, en tout cas qui en ont l'expérience, d'utiliser la laparoscopie pour la résection. Pourquoi ? N'ayez pas peur de cette diapositive. C'est une méta-analyse. Ça fait peur aux chirurgiens, mais j'ai remplacé tout ça par des petites couleurs. Donc vous voyez ici les couleurs vertes et L, c'est tout ce qui est en faveur de la laparoscopie. Et quand c'est égal, ça veut dire que ça ne fait pas moins bien que la voie ouverte. Et vous voyez qu'en termes de complications, pertes sanguines, transfusion, durée opératoire, hospitalisation et marge, il y a un avantage clair et net, à court terme, de la laparoscopie sur la voie ouverte. Bien sûr, il faut avoir une expérience. Ça regroupe 28 études supérieures à 10 malades, mais vous remarquerez que les séries vont de 10 petites séries à 436 malades, donc la plus grande série a rapporté 436 malades. C'est avec beaucoup de fierté, après je vous montrerai autre chose en France. À long terme, à 5 ans, vous voyez qu'il n'y a aucun compromis carcinologique, il n'y a pas d'impact négatif de la laparoscopie sur les résultats à long terme, donc il n'y a pas de risque à faire ces résections en termes de survie à long terme. L'expérience française, on l'a rapporté, vous voyez, c'est 1377 malades réséqués par laparoscopie, ce qui en fait la plus grosse série jamais rapportée pour des carcinomes hépatocellulaires, qu'on va avoir le privilège d'ailleurs de présenter demain au GIFOD et aussi dans des congrès internationaux au Japon au mois de mai. Vous voyez que malgré la survie à 5 ans est excellente à 75%, alors que à peine 50% des malades sont dans les critères BCLCA. Ça veut dire que c'est des malades non sélectionnés, ce n'est pas des BCLCA. On a un résultat carcinologique qui est très intéressant. La deuxième chose, c'est que la mortalité à 3 mois est inférieure à 2% et qu'évidemment, on a une morbidité plus élevée en raison de foies souvent cirrhotiques, mais que les décompensations hépatiques sont relativement faibles. En particulier, vous voyez ici le taux d'acide à 7%. Et probablement un des intérêts les plus importants de la laparoscopie, c'est justement de pouvoir diminuer les complications spécifiques liées à la cirrhose, d'où un intérêt probablement dans l'hypertension portale. Cette série montre aussi qu'on fait plutôt pas mal, 90% de résection R0, avec des foies qui sont majoritairement, qui ont une fibrose F3, F4 cirrhotique, bien entendu. Lorsqu'on regarde dans facteurs multivariés, ce qui nous permet d'obtenir une résection R0, eh bien, ce qui ressort, c'est qu'un facteur protecteur, c'est d'être anatomique sur la résection. Un facteur, en revanche, qui ne protège pas, c'est d'avoir plus de 3 lésions sur la pièce de résection. Ça veut dire qu'on a donc réséqué plus de 3 lésions. Donc on est tellement convaincu qu'il y a maintenant des guidelines entre chirurgiens laparoscopistes qui considèrent que la laparoscopie doit être proposée dans les centres qui en ont l'habitude pour réséquer le carcinome hépatocellulaire pour tous les avantages dont je viens de vous parler. Enfin, je voudrais aborder et ouvrir le débat sur le fameux BCLC. Comme on l'a dit, il y a 22 guidelines dans le monde. J'aimerais vous ouvrir l'esprit vers l'Est, vers une autre vision des choses, une autre vision qui sort
de nos 2 seniors transplanteurs espagnols pour un groupe de travail plutôt multidisciplinaire de 25 personnes en Asie. C'est 2 populations différentes, on est d'accord. C'est 2 incidences de la maladie, on est d'accord. Mais vous voyez d'emblée que ici, c'est l'ASAN Pacific Guidelines. Vous voyez que la première question qu'on pose, c'est est-ce résécable? Ce n'est pas la fonction, c'est est-ce résécable? Et c'est là une synthèse réussie d'une discussion médico-chirurgicale, puisqu'on a discuté est-ce résécable avec un chirurgien au début. Deuxièmement, ici, vous voyez dans l'algorithme japonais, vous avez est-ce que c'est une maladie extra-hépatique? Tout de suite après la fonction hépatique, d'accord? Tout de suite après l'invasion vasculaire. Et vous voyez que même s'ils répondent oui, la résection fait partie du traitement. On continue plus bas, le nombre, le multifocal, la résection en fait partie. Et lorsqu'on regarde les résultats, 23 études, dont une randomisée que je vais vous montrer ensuite, plus de 2500 malades. La récidive tumorale, effectivement, dans le multifocal est plus important, mais on a un taux de survie à 5 ans de 35%, tout confondu. Effectivement, lorsqu'on vise 50% comme BCLC, on n'est pas dans les clous. Mais lorsqu'on regarde chimio-embolisation dans une étude randomisée versus chirurgie, le chirurgien peut encore apporter un bénéfice aux malades. Et plutôt qu'un jour, j'espère plutôt qu'opposer les 2 techniques, peut-être qu'on arrivera enfin aussi à associer les techniques dans le traitement curatif. Avec un zoom macroscopique, ce que je peux vous dire d'une phrase, c'est qu'effectivement, il est déraisonnable de réséquer un malade qui a une thrombose tronculaire ou contralatérale. En revanche, les résections avec invasion segmentaire, qui ont été montrées sur plus de 3600 malades, montrent une survie à 5 ans de 45%. C'est-à-dire qu'on peut on peut proposer un traitement probablement curatif dans des formes d'invasion portale segmentaire. Lorsqu'on a à la fois un CHC volumineux et puis différentes complications, comme ici BCLC, un gros CHC, quand il est opérable, mortalité un peu plus élevée, mais une survie, une médiane de survie à 81 mois, une survie à plus de 50% à 5 ans. Lorsqu'on y ajoute une métastase, BCLC-B, eh bien effectivement la mortalité augmente et la survie baisse. Et ce qui est totalement raisonnable, c'est une mortalité prohibitive lorsqu'on a une thrombose porte associée à un très volumineux CHC sur cirrhose, où là, il est effectivement déraisonnable de proposer la résection. Donc je dirais qu'il faut calmer le chirurgien, effectivement, dans cette situation. La résection du volumineux CHC avec métastase intrahépatique ou thrombose porte contralatérale n'est pas recommandée. La synthèse de tout ça, c'est cette étude qui est très intéressante, qui montre une comparaison, gros CHC, multifocal, série rétrospective revue. Vous voyez ici les résultats globaux de la chimio-embolisation versus la résection. Il y a donc vraisemblablement un intérêt quand même à proposer ou à sélectionner un certain nombre de malades qui seraient hors clou dans le BCLC et les ramener dans l'algorithme. C'est ce qui est d'ailleurs proposé régulièrement par les chirurgiens. C'est un peu le schéma que nous a montré Sébastien, de ramener, on ne tire pas vers la droite, je dirais plutôt de ramener vers la gauche les malades de droite et de les ramener dans cet algorithme. Je vous remercie. Alors, je reprends la main pour essayer de défendre la radiologie interventionnelle. Donc, concrètement, si on fait un peu le bilan sur les 15 dernières années, vous voyez que la destruction percutanée, en fait, est faisable suivant différentes techniques, que ce soit la radiofréquence monopolaire, la radiofréquence multipolaire, que ce soit no touch ou non. Et c'est vrai que la radiofréquence reste la technique standard pour détruire ces tumeurs, même si on a d'autres possibilités comme le micro-ondes, mais qui n'a pas montré forcément de supériorité, ou la cryoablation. Et puis maintenant, ce qui est en train de se développer, mais pas encore accessible à tout le monde, l'électroporation. Alors le message, c'est quoi? C'est que finalement, avec des plateaux techniques qui sont de plus en plus complets, de plus en plus compétents, en fait, finalement, les radiologues interventionnels peuvent repousser les limites et que finalement, ce qui était compliqué avant, un CHC sous-capsulaire, un CHC du dôme, un contact avec un organe creux, ou alors un contact avec des vaisseaux, ou alors avec le hile hépatique, avec l'électroporation maintenant, justement sur les vaisseaux, maintenant peut redevenir accessible à des traitements, sous réserve, bien entendu, que c'est fait l'objet d'une discussion avec les chirurgiens, les hépatologues et les différents acteurs de la prise en charge. Alors tout ça, bien entendu, si on reste sur la destruction percutanée, donc ça c'est une diapositive de Boris, qui est notre radiologue à Montpellier, c'est vrai que l'indication reine, c'est une tumeur qui reste à moins de 3 cm,
Et bien entendu, par contre, aussi, là aussi, des guidelines qui sont importants, d'avoir une technique irréprochable et qui permettent, alors ça c'est la radiologue qui parle, d'avoir des résultats qui sont quasiment équivalents à ceux de la chirurgie, avec quand même une prise en charge qui va être quasiment en ambulatoire sur 24 heures d'hospitalisation et peu de complications. Mais vous voyez, ça c'est la photo en fait de la salle de radio qui est dans le bloc opératoire à Saint-Éloi. Tout ça, ça nécessite des moyens, c'est-à-dire que c'est pas une radiologie interventionnelle par dépit, c'est vraiment une radiologie interventionnelle avec le maximum de moyens pour faire le meilleur résultat tout en restant dans des guidelines raisonnables. Alors c'est vrai que sur la destruction percutanée, on peut passer ce cap de la taille de 3 cm, mais la taille est vraiment importante parce que si on regarde un petit peu la biologie de ces tumeurs, et on en a parlé tout à l'heure avec Sébastien, vous voyez qu'en fait ça c'est une publication qui date un peu maintenant, d'un peu plus de 10 ans. À partir du moment où on passe ce cap de 3 cm, c'est là qu'on va avoir des tumeurs avec à la fois des micrométastases ou des envahissements vasculaires qui sont des facteurs pronostiques majeurs. Et c'est vrai que même si on n'a pas d'études de supériorité d'une technique par rapport à l'autre, là aussi on a des méta-analyses avec de nombreux patients, celle-ci c'est plus de 8000 patients. Et ce qui est communément admis, c'est que pour des petites tumeurs, moins de 3 cm, finalement, la destruction percutanée et la chirurgie peuvent être tout à fait discutées dans une approche coût économique et pour le patient, la radiofréquence peut être aussi privilégiée. Pareil si on a des tumeurs multiples, 2 à 3 nodules, mais ça peut être discuté suivant l'anatomie de ces tumeurs et le geste chirurgical qui en découle. Et finalement, sur des tumeurs qui dépassent 3 cm et comme en a parlé Olivier, plutôt en avantage pour la chirurgie. Alors vous voyez, tout ça, c'est l'objet de discussion justement à RCP. Alors je vous ai mis là le chat qui passe d'un côté à l'autre parce que des fois, ça peut être des discussions enrichissantes, mais qui sont des fois un peu longues. Mais c'est vrai que c'est ça, à mon avis, qui est le cœur de la RCP spécialisée foie pour avoir le meilleur traitement pour ces patients. Alors pourquoi je dis ça? Parce que donc si on reprend un peu les chiffres, tout à l'heure on l'a dit, vous voyez, finalement, c'est 20 à 25% des patients en France, ça fait à peu près 2000. Vous voyez, donc on a des bons résultats de survie, c'est bien, on est à 65, 70, 75% de survie à 5 ans. Mais finalement, en fait, c'est des traitements curatifs, mais c'est aussi des traitements itératifs. Vous savez tous qu'un patient va avoir dans son histoire de CHC des problèmes de récidive assez fréquemment. Alors la technique qui donne le moins de récidives, comme on l'a vu avec le score AFP, c'est la transplantation, si on respecte les critères inférieurs à 2. Mais vous voyez que pour la chirurgie et encore plus pour la destruction percutanée, on a quasiment un patient sur 2 qui va récidiver. Et ça va être plus une prise en charge itérative. Et ça, à mon avis, alors ça c'est plutôt le côté médical et patho et onco. C'est vrai qu'on peut parler, voilà, techniquement c'est faisable, techniquement il faut le faire, mais très clairement il faut vraiment réfléchir à toute la séquence thérapeutique, que ce soit les traitements néoadjuvants, adjuvants, donc on n'avait pas le temps de tout aborder. Alors c'est vrai que vous savez tous que dans la récidive, on a 2 pics de récidive, un premier qui est dû vraiment à la caractéristique de la tumeur, le deuxième qui est plutôt dû en fait à la caractéristique de la maladie sous-jacente. Alors les facteurs de risque associés aux caractéristiques de la tumeur, on les connaît bien, la différenciation, les nodules satellites, l'invasion vasculaire, l'existence d'une capsule, le caractère multifocal, la cinétique de l'alpha-photoprotéine, la cirrhose sous-jacente, on en a parlé tout à l'heure, avec les étiologies virales, avec les étiologies alcooliques, etc. Donc c'est vrai qu'on a quand même tout un domaine qui s'offre à nous pour essayer de faire bouger les lignes, en sachant que pour le moment, le sorafenib en adjuvant, comme vous le savez, n'est pas positif. Le seul traitement qui est bénéfique pour ces patients-là, notamment sur des données asiatiques, c'est de traiter l'hépatopathie virale et justement de faire baisser le risque de récidive. Et puis peut-être, avec actuellement des essais qui sont en cours, les perspectives des traitements d'immunothérapie. Mais là encore, l'analyse d'anatomopathologie et le prélèvement seront majeurs pour vraiment essayer de screener les bons patients et de sélectionner les patients. Donc au final, voilà quelques messages clés à retenir. Donc la transplantation hépatique reste le traitement idéal de ces patients avec carcinome hépatocellulaire et doit être discuté en RCP. À partir du moment où il y a une invasion portale, vasculaire, la transplantation n'est pas recommandée, mais ça a été dit. La résection peut être proposée chez des patients sélectionnés, même en présence d'hypertension portale. On peut opérer des CHC de taille importante ou multifocaux ou avec une invasion
localisée, segmentaire, mais il faut que ce soit une discussion de RCP. Et bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, la description percutanée a vraiment beaucoup d'avantages pour des petites tumeurs, moins de 3 cm, et avec un profil de morbidité qui est tout à fait intéressant. Voilà.